1943. Paris est sous occupation nazie. La ville est devenue le siège du commandement militaire allemand en France. On y souffre de pénurie, les 2/3 de la population sont partis. Pourtant, l'espoir est toujours là. Des réseaux résistants envoient un maximum de messages codés en direction de l'Angleterre. Parmi ces figures de l'ombre se trouve une jeune femme au courage infaillible, Noor Inayat Khan. Encore une fois, on ne va pas directement parler de Doctor Who aujourd'hui, mais on va plutôt parler de cette espionne rencontrée par le Docteur dans l'épisode Spyfall. Une femme prête à tous les sacrifices au nom de la liberté. Noor Inayat Khan est née à Moscou le 1er janvier 1914. Son père, Hazrat Inayat Khan, est un maître soufi, enseignant donc un courant mystique de l'islam expliquant qu'on peut être en connexion directe avec Dieu et le prophète, et ayant choisi de partager sa foi pacifiste et tolérante à travers la musique. Hazrat est un descendant direct de Tipu Sultan, un prince musulman indien du XVIIIe siècle ayant joué un rôle majeur dans le conflit contre la Compagnie des Indes, dont nous avons parlé dans notre vidéo sur la partition des Indes disponible en description. Lors de la conférence qu'il donne à San Francisco, Hazrat rencontre Aura Ray Baker. Celle-ci change de nom pour celui d'Amina Begum et adopte les traditions indiennes. Elle épouse Hazrat et ils eurent ensemble 4 enfants, dont Noor, l'aîné, alors qu'ils habitaient en Russie, sur invitation de Rasputin lui-même. Juste avant le début de la Première Guerre mondiale, les Inayat Khan s'installent à Londres, puis ils déménageront près de Paris en 1920, où Noor aura l'occasion d'étudier dans des écoles prestigieuses. Elle s'oriente vers une carrière d'autrice jeunesse et publie le recueil 20 contes des vies passées du Bouddha, inspiré d'histoires traditionnelles. Mais la Seconde Guerre mondiale frappe. Noor et sa famille s'échappent vers l'Angleterre. Elle et son frère Vilayat, tous deux fervents pacifistes, décident qu'ils n'ont plus le choix. S'ils veulent que leur idéal de liberté survive, il faut lutter contre l'oppresseur nazi. En novembre 1940, Noor rejoint la WAAF, la Women's Auxiliary Air Force. Le fait qu'elle soit bilingue anglais et français est un vrai plus pour sa candidature, et elle se révèle très douée pour le poste d'opératrice radio. Elle devient rapidement officière et se fait repérer par le Special Operations Executive, le SOE pour faire court, un service secret britannique créé tout spécialement pour la Seconde Guerre mondiale. Mais les tests ne se passent pas comme prévu. Suite à un faux interrogatoire visant à montrer aux futurs agents les techniques de la Gestapo, Noor ressort terrifiée et est jugée trop sensible pour de telles responsabilités, délivrant trop d'informations confidentielles. Son tempérament sensible, son physique fragile et sa maladresse, doublée à ses positions politiques opposées à la présence coloniale de l'Angleterre en Inde, fait planer chez certains de ses supérieurs quelques doutes quant à son habilité à pouvoir participer à des missions importantes. S'ajoute à cela sa couleur de peau, difficile pour elle de disparaître dans une foule parisienne. Pourtant, Vera Atkins, l'une des chefs de la section F du SOE, la section dédiée aux opérations en France, en est sûre. Noor Inayat Khan est une recrue essentielle qui veut agir activement pour finir cette guerre et est prête à tous les sacrifices. Elle n'est juste pas assez préparée, mais elle n'aura pas le temps de l'être. Elle devra finir sa formation d'elle-même sur le terrain. On assigne donc une mission à Noor, devenir opératrice radio pour le réseau Phono. Il s'agit d'un poste essentiel pour organiser la stratégie de la résistance, mais il est à haut risque. Les nazis développent continuellement des nouveaux outils de détection et les opérateurs radio sur place ne peuvent espérer vivre en moyenne que 6 semaines. Les opérateurs transmettent leurs messages en morse via de lourds transmetteurs portatifs cachés dans des valises, les utilisant généralement dans des greniers ou sur des toits. Les transmissions devaient être rapides. En quelques minutes à peine, les nazis pouvaient les localiser, alors que les réponses depuis l'Angleterre pouvaient mettre des heures à arriver. Il fallait sans cesse se déplacer. En juin 1943, Noor Inayat Khan arrive discrètement en France, sous une couverture de bonne d'enfants. Elle utilise plusieurs noms. Officiellement, elle est Nora Baker, mais le SOE lui attribue plusieurs alias. Il y aura Madeleine, Nurse ou encore Jeanne-Marie Renier. Mais quelques jours après son arrivée à Paris, commencent des rafles dans le milieu résistant. Quelqu'un les a trahis. Noor s'enfuit, elle cherche refuge auprès de ses différents contacts qui sont tous arrêtés les uns après les autres. Le SOE commence à rapatrier tous ses agents, mais Noor refuse. Elle veut rester sur place car elle sait que son rôle est primordial pour la survie du réseau. Rapidement, elle est la dernière opératrice radio de son réseau encore présente en région parisienne. Et ça durera environ 3 mois et demi, avant qu'elle soit trahie en octobre 1943. On ne sait pas avec exactitude de qui est venue cette trahison. Serait-ce de René Gary, la sœur du chef du réseau Phono, ou bien d'Henri Déricourt, un agent double du SOE? Toujours est-il que Noor ne se laisse pas faire suite à son arrestation. Elle ne laisse aucune information filtrée. Malheureusement, la Gestapo met la main sur des notes ultra confidentielles qu'elle était censée avoir détruites et s'en sert avec l'aide de ses agents doubles pour transmettre de fausses informations et organiser des traquenards en se faisant passer pour Noor. Le 25 novembre, Noor arrive à s'échapper en compagnie d'autres agents du SOE, mais ils seront rattrapés quelques heures plus tard. Elle est désormais considérée comme dangereuse et est placée à l'isolement dans une prison allemande sous le dispositif Nacht und Nebel, nuit et brouillard en français. En gros, cela veut dire que c'est une ennemie à faire disparaître, en toute discrétion. Pendant des mois, elle sera torturée et interrogée, ne laissant jamais échapper le moindre secret. En septembre 1944, elle est transférée au camp de concentration de Dachau avec 3 autres agents du SOE. Yolande Bickmann, Eliane Plouman
et Madeleine Damerman, pour être éliminée le 13 septembre 1944. Après la libération, les agents de la Gestapo qui étaient présents sur place le jour de l'exécution dirent aux enquêteurs américains que l'exécution des 4 agents avait été faite dans les règles, que ça s'était passé dans le calme et qu'elles se tenaient la main avant d'être exécutées. Mais en 1958, le témoignage d'un prisonnier remet cette version en cause. Selon lui, Kahn aurait été battu très violemment par un officier SS et aurait crié « Liberté » avant d'être abattu d'une balle à l'arrière de la tête. Le sort de Nour ne fut pas immédiatement connu. Il fallut attendre plusieurs années après la libération pour découvrir la vérité sur son arrestation et son exécution. Elle reçut à titre posthume la Croix de Georges, une médaille du mérite récompensant les actes de bravoure des civils, et une Croix de guerre, une décoration française distinguant les personnes ou les unités ayant fait preuve de courage dans des actions majeures lors de la Seconde Guerre mondiale. En 2011, un buste en son honneur fut installé dans le square près de sa maison londonienne, et en 2019, une plaque hommage fut également installée sur la dite maison. L'histoire de Nour est celle d'une femme qui a tout risqué et tout subi afin de défendre ses idéaux de liberté et de paix. Son sacrifice et sa ténacité ont été une lueur d'espoir au milieu d'un monde sombre, et j'espère à mon échelle lui avoir un peu rendu hommage au travers de cette vidéo.